Maintenant, c'est pas. Vous regardez Espace TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Club de l'Actu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité qui a marqué la semaine à travers le décryptage, le commentaire et l'analyse des professionnels de l'information, des acteurs politiques, mais aussi de la société civile. La question qu'on se pose cet après-midi, peut-on parler aujourd'hui de moments de tourmente au sein de la principale formation politique de l'opposition guinéenne? Si rien n'est moins sûr dans l'opinion, le parti, lui, rassure et tout est parti, il faut le rappeler, de la tribune signée par 3 cadres non des moindres du parti en détention aujourd'hui. Et juste après, c'est une sorte d'expression d'une frustration au sein du parti qui s'est exprimée. Le sommet de l'UFDG a été mis en épreuve et puis plusieurs rencontres se sont succédées. Des tribunes ça et là ont inondé la toile, mais le parti de plus en plus est en train de prendre le dessus et ramener tout le monde à la raison. Le linge sale serait lavé, nous apprend le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Quelle analyse on fait de cette sortie et quel autre décryptage on peut faire de son éventuelle participation au dialogue politique et social? La question, on se la pose dans Club de l'Actu. L'autre question, c'est bien Conakry, loin de Gawal, mais les échos sont là. C'est bien du côté de Boké, c'est bien la région administrative de Boké. À Gawal, il y a découvert une mine d'or et la ruée ne se commente plus parce que plus de 8000 personnes se seraient déplacées pour rallier le coin. Alors, comment les autorités sont-elles en train de s'y prendre pour maîtriser tout cela, permettre une exploitation plus judicieuse, plus sécurisée? La question, on se la pose également dans cette émission. Les condamnations en cascade de cette semaine, on en a vu. Fonike Mangué, dont la peine était légère par moment, 1 an, 11 mois. Mais aujourd'hui, il a été condamné cette semaine à 3 ans d'emprisonnement. Madik sans frontières, Mamadi Kondé, lui, la peine a de plus en plus été allégée. Il est condamné à 1 an. Comment ou quelle explication donner à tous ces verdicts? On a reçu pour vous cet après-midi sur ce plateau 4 invités. Et le premier, c'est bien Monsieur Gervais Moussongo. Il est consultant intelligence économique. Monsieur Moussongo, bonsoir. Bonsoir, Daouda. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première fois de passer sur ce plateau. Oui, merci. Bonsoir à tous les auditeurs. Lansana Kamara, il est administrateur général du site conakrylive.info, mais également correspondant de Quinoa. Quinoa, voilà. Donc, bonsoir à vous également. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir surtout à nos millions d'auditeurs. Merci encore. Merci encore de cette fidélité à cette émission. Ousmane Tounkara, lui, il est journaliste à Espace, à la radio Espace. Bonsoir. Bonsoir David. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation. C'était un devoir. Ouais, c'est quand il dit David, on sent que c'est un ancien ami. Ouais, c'est vrai, on a étudié ensemble. Voilà, d'accord. Alors, quand il dit David, il faut bien comprendre. Alors, Tcherno Amadou Kamara, vous êtes administrateur général du site guinée114.com. Bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir aux téléspectateurs. Un autre habitué de cette émission. Mais qu'est-ce qui a d'abord fait la une des médias cette semaine? On se transporte du côté de Espace TV, la rédaction bien sûr, avec Djibril Ba pour en savoir. Bonsoir. Fonike Mengue, condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme, titre à sa une mosaïque, une décision qui n'a pas été du goût de ses proches qui ont scandé justice zéro, justice corrompue. L'accusé a quant à lui été retourné à la prison centrale de Conakry où il doit purger donc sa peine. Le FNDC hausse le ton dans les colonnes de Guinée 114. Les membres soulignent que cette condamnation politico-judiciaire ordonnée par le dictateur Alpha Condé fait suite à l'appel relevé par le procureur de 3e mandat Sidi Souleymane Ndiaye contre le jugement du tribunal de Dixine
qui avait relaxé Omar Silla, dit Fonik Kemengue, pour délit non constitué le 28 août 2020. Le Lynx écrit à sa manière « La lumière des justes, la gloire des vaincus ». Notre confrère relève qu'en voyant de près la détermination, l'engagement, le courage, la constance et la dignité dont fait montre Fonik Kemengue dans son combat depuis plusieurs mois, on se demande s'il est mieux traité que les autres détenus politiques et d'opinion au niveau de la maison centrale de Conakry. En réalité, ces conditions de détention sont celles de l'ensemble de ces co-détenus. Tout est donc dans la conviction et la croyance dans la justice du combat. Guinée 7 précise que cette peine de Fonik Kemengue est alourdie par la Cour d'appel tout en rappelant qu'il était accusé de communication et de divulgation des fausses informations. À la une également des médias cette semaine, Tianguel signe son retour, titre Guinée News. Retour d'exil de Souleymane Tianguel, arrangement politique ou décision de justice, s'interroge le lynx.net. Souleymane Tianguel est rentré au bled comme il en était parti il y a 5 ans sur la pointe des pieds. Une discrétion qui n'empêche pas un déferlement de visiteurs dans la maison familiale à Koza. Parents, amis, confrères journalistes et artistes, tous viennent saluer l'aîné de Tianguel. 1 an de négociations pour sa libération. Les démarches ont duré 1 an et ont impliqué plusieurs personnes, certaines depuis longtemps, d'autres plus récemment. La décision politique et non judiciaire a été prise par Alpha Condé, dit-on, n'était pas bien informé du fond de l'affaire. Mis au courant, il aurait décidé de mettre fin à l'injustice que subissait jusque-là Souleymane sans lui poser la moindre condition. À la une également des journaux guinéens, une mine d'or à ciel ouvert. Le déclic écologique à Gawal, note l'AGP, l'agence guinéenne de presse. Le sous-sol guinéen, en raison de sa structure géologique, dispose d'un potentiel minier qui fait l'objet d'exploitation et de valorisation à grande échelle. Elle repose sur une concentration de ressources minérales reconnues comme l'une des plus importantes au monde. Lors des Concitelles, c'est comme si le gouvernement néglige son rôle d'avant-garde. Barre à sa une Guinée Matin. Mosaïque titre aussi la ruée vers l'or de Gawal. Le communiqué du gouverneur de la région administrative de Labé, diffusé le mardi 8 juin, n'est pas en commun accord avec le gouverneur de la région de Bokeh, général de brigade Siba Séverin Loalamou. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net d'apporter son analyse sur la décision du gouverneur de Labé. L'acte de monsieur le gouverneur de Labé est nul et de nul effet. La ville de Gawal relève de la région administrative de Bokeh et non de la région administrative de Labé. En aucun cas, monsieur Madifi Ndiané peut prendre une décision en fermant une mine d'or de Gawal. Il existe une compétence territoriale. Le gouverneur de région ainsi que les préfets sont respectivement des autorités de police administrative où ils exercent dans leur ressort la police générale. Merci donc à Djibril Ba pour cette revue de la presse. Ousmane Tounkara, on a suivi cette revue de la presse qui d'ailleurs a chuté sur notre premier point, notre premier sujet. C'est bien l'envahissement de Gawal. La première question qu'on se pose, pourquoi cette surprise d'abord des citoyens, mais plus grave des autorités à ne pas savoir que Gawal était aussi une mine d'or? Bon, je pense que ce qui devrait peut-être surprendre de plus, c'est la ruée qu'il y a eu sur Gawal, parce que dès que l'or a été découverte sur le site, les gens sont venus de partout. Je suis sûr que les autorités de Gawal ne s'attendaient pas à une telle mobilisation sur le site de Gawal. Maintenant, je pense que tout cela, mettons ça derrière, que les autorités soient surprises ou qu'elles ne le soient pas. Le plus important aujourd'hui, c'est gérer cela, parce que la mine est fermée. Officiellement, elle est fermée. On va parler de la fermeture. La Guinée, on l'a dit, c'est un scandale géologique. Pour le bon sens, on aimerait bien savoir qu'il existe une cartographie des ressources du sous-sol guinéen. Du sous-sol, oui. Le ministère des Mines devrait disposer de cela, puisque le ministère ne s'est pas encore prononcé sur la question pour dire qu'on le savait. On estime que
le ministère ne savait pas qu'il y avait de l'or à Gawa. Sinon, la Guinée dispose de la cartographie des autres richesses du sous-sol dont dispose la Guinée. Mais je ne pense pas que le cas de Gawa soit cité, soit dans cette cartographie. Alors, Gervais, c'est une question aujourd'hui sur le continent africain. Et il y a de la richesse, mais des explorateurs viennent, quand je parle d'explorateurs économiques bien sûr, viennent découvrir, passent des temps avant que les autorités même se rendent compte de l'existence de certaines richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Guinée devait savoir que Gawal aussi regorge de l'or? Oui, ceci dit, ce n'est pas un cas particulier de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, la Banque mondiale estime à plus de 30% des réserves en uranium, en or, qui sont détenues par une trentaine de pays africains. D'ailleurs, elle a lancé une initiative, la CAT, à $1 milliard. C'était pour cartographier, évaluer les richesses naturelles que regorgeait le sous-sol africain. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant ces 30 dernières années, les pays africains ont perdu entre 600 et 1400 milliards de dollars. Ça, c'était des enquêtes d'un cabinet qui sont apparues entre 2013 et 2018. Une enquête qui a révélé que lors des 30 dernières années, les États africains producteurs de richesses naturelles ont perdu entre 600 et 1400 milliards de dollars pour la non-connaissance exacte de ce que regorgeait leur sous-sol. Par rapport au contrat passé avec les multinationales, elles n'avaient pas connaissance des richesses et de l'étendue du sous-sol. Donc ceci dit, la Banque mondiale a lancé une initiative de la carte à $1 milliard pour cartographier, permettre aux pays africains déjà de savoir qu'est-ce qu'on a, en quelle quantité. Oui. Cela peut permettre, lorsque vous savez ce que vous détenez comme richesse, cela peut vous permettre de vous projeter en avant, de mobiliser les ressources pour pouvoir exploiter ces richesses. Mais lorsque vous êtes dans la méconnaissance totale, que ce soit les contrats que vous passez avec des multinationales, vous ne pourriez pas gagner grand-chose. Que ce soit des situations telles que celles qui se sont déroulées à Gawal, vous êtes surpris parce que vous-même, vous n'avez pas l'inventaire de ce qui se passe, de ce qu'il y a dans votre sous-sol. Donc, je pense que ceci dénote à suffisance pour le cas de la Guinée, mais ce n'est pas un cas particulier de la Guinée. On peut citer des pays comme la République démocratique du Congo qui sont aussi des pays miniers où c'est une anarchie totale. Mais cela dénote simplement le manque d'anticipation et de stratégie de développement de nos États qui misent sur les ressources naturelles pour développer, pour nous sortir de la pauvreté, mais qui ignorent en gros combien, en quelle quantité, quelle est la capacité même de nos ressources. Donc je ne pense pas que cela dénote cela augure des lendemains meilleurs pour nos économies, nos développements, lorsqu'on sait que l'État ne peut pas nous dire exactement qu'est-ce qu'on a ou combien on a, c'est un peu regrettable. Oui, Tcherno Amadou Kamara, cette question, il a dit, on ne sait pas si c'est une négligence ou un manque de moyens ou d'expertise pour approfondir les recherches sur les richesses que regorgent nos sols et nos sous-sols. Le cas particulier de Gawal aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un moment que Gawal aussi est une localité qui regorge de l'or? Oui, écoutez, moi je pense que c'est pourquoi il est bon d'avoir des lois. La force des lois, c'est le fait de pouvoir le fait pour ces lois-là d'être prises pour ce qui prévaut, mais aussi pour prévoir ce qui peut arriver. Le ministère des Mines sait bien que nous sommes un pays, et vous l'avez dit, scandale géologique et tout ça, on peut avoir des ressources un peu partout sur le territoire national. Et pour répondre à cette question, moi je donne juste un exemple, l'exemple de la Haute-Guinée. Très souvent, quand on dit qu'il y a l'or à Dinguiraye ou à Sigiri, ce ne sont pas les mêmes endroits qui ont toujours de l'or. Mais vous voyez des orpailleurs se mobiliser, venir dans une localité parce qu'on a entendu qu'il y a de l'or, comme ce fut le cas à Kuncitel. Après quelques mois, quelques années, c'est fini. On entend que dans une autre localité, il y a aussi de l'or. Tout le monde fait l'arrière encore vers ces zones-là. Ce n'est pas fondamentalement parce qu'au préalable, le ministère ou les autorités savaient qu'il y avait de l'or dans ces localités-là qu'on leur laisse
la possibilité d'exploiter. Donc l'argument selon lequel non, le ministère ne savait pas qu'il y avait de l'or à Gawal et donc les autorités sont surprises, à mon avis, n'est pas fondamentalement un argument qui tient. Maintenant, au-delà de cela, il y a quand même une réglementation qu'il faut faire. Il y a eu un essai dans ce sens parce qu'il y a eu les journées de l'orpaillage à Cancan, des journées au cours desquelles il était question de réfléchir sur les enjeux de l'orpaillage, les risques qu'il y a autour et des mesures à prendre pour prévenir justement des dégâts qu'on continue encore à enregistrer dans ces zones-là. Mais malheureusement, je le dis souvent, le côté festif a prévalu. Le président de la République était là et pour faire la tautologie, elle était là en personne. Le ministre des Mines était là. Les acteurs concernés étaient là. Des jours durant, 2 jours je pense, il y a eu des recommandations. Mais après, est-ce que ces recommandations ont été appliquées? Je dirais non. Maintenant, c'est comme dans l'urbanisation. C'est ici, on construit des maisons. Après, l'État vient pour faire des canaux de trucs là. Donc, la population était en avance sur les autorités concernant Gawal. Maintenant, au-delà de ça, il y a quand même je pense que pour commenter cette actualité, il ne faut pas écarter les arguments qui ont été avancés par les autorités elles-mêmes. C'est d'abord des arguments de sécurité parce qu'on estime qu'il y a une surpopulation de Koussitel et de Gawalville au point qu'il manquait même de nourriture et de lieux d'accueil. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre, mais là aussi, est-ce que la fermeture, c'est la solution? Parce oui, que on va revenir à cette question tout à l'heure, parce que il y a bien sûr des arguments qui sont avancés, il y a des éléments quand même qui peuvent être soutenus, mais aujourd'hui, Gervais le disait tout à l'heure, Lansana Camara, est-ce que Gawal n'est-il pas aujourd'hui, je vais dire, un élément qui doit enclencher du côté des autorités les travaux d'exploration massifs sur le territoire national pour qu'on sache Guékédou à quelle richesse de sous-sol, Boké on en sait déjà avec la bauxite et autres, mais le travail quand même, peut-être qu'on va nous dire que non, il y a une agence chargée de cela, mais si l'agence travaillait effectivement, on ne serait pas surpris, peut-être qu'on serait surpris de l'arrivée de quelques éléments, mais la ruée, on l'aurait préparée. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne me rappelle plus de l'année, mais je crois que c'était un peu avant 2010, je crois. J'avais assisté à une rencontre au ministère des Mines et je crois qu'il était question justement qu'à l'époque, le gouvernement lance avec des partenaires étrangers justement une opération, si vous voulez, de cartographie par rapport aux ressources minières guinéennes. Mais en ce que je sache sur la question, il se trouve que c'est des opérations qui coûtent très cher. Très très cher, si ce n'est pas d'ailleurs financé par les institutions au niveau international comme les institutions financières, la Banque mondiale ou le FMI ou autres institutions notamment, il est très difficile pour les pays d'avoir ces moyens pour mener, n'est-ce pas, des recherches, pour mener des sondages, si vous voulez, du sous-sol à travers tout le pays et pouvoir déceler. Ce que l'on sait jusqu'à date, c'est que dans certains endroits, on peut identifier les ressources qui existent. Quand vous prenez la zone de Boké, comme vous l'avez dit, principalement c'est la bauxite, même si du côté du centre de la Guinée, où se trouve, que je vais nommer Dabola, également il y a la bauxite qui refait surface. Du côté nord, non, du côté sud plutôt, il y a du fer, jusqu'à Farana également qui contient du fer. Et tout à fait à l'est du pays, c'est l'or qui est identifié quand je prends les Dingra jusqu'à Sigré, etc. Et à part ça, il y a d'autres types de ressources également qui sont éparpillées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas un document très fiable pouvant nous donner préfecture par préfecture, justement les ressources qu'on identifie. Alors là, c'est la question qui se pose actuellement. Pour le moment, on n'a pas des explications très claires. Il faut peut-être se rapprocher du côté du ministère des Mines pour avoir ces explications. Mais ce qui reste clair, c'est que le cas de Gawal, effectivement, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'on aurait pu le savoir
Moi, personnellement, honnêtement, il faut le dire, j'étais un peu surpris de savoir que Gawal contient, parce que comme je vous l'ai dit, jusqu'à date, à travers les données géographiques et géologiques que le pays dispose, on sait que l'or est identifié dans une partie du pays, et jusqu'à date, on n'a pas trop, même si par endroit, à l'époque, je crois, à Forécaria ou dans d'autres zones également, on parle de quantités, mais très faibles, avec des qualités qui ne sont pas à la hauteur, parce que quand les quantités sont faibles et les qualités ne sont pas, on ne parle pas pratiquement. Mais c'est trouve que pour le cas de Gawal, par exemple, je crois qu'on ne connaît pas encore la quantité, mais la qualité, c'est une très bonne qualité. Et voilà ce qui a expliqué justement la ruée des gens de la Haute-Guinée vers le Gawal. Et moi, j'ai échangé avec des parents la fois dernière sur la route nationale Mamoun Dabola. Vous savez que c'était du passage, mais les gens m'ont dit, vous ne pouvez pas croire ce que nous avons vu ou ce que nous avons vécu. Parce qu'il y a eu même des cas d'accident. Des motards qui passaient, qui venaient se renverser n'importe comment. Des bus, n'est-ce pas? Voilà, il y a eu des cas de mort. D'abord, sur la route, je vais parler de Kanka jusqu'à... je parle même pas de Gawal. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait pu prendre le devant par rapport à cette situation et se prononcer avant que les gens ne quittent pour venir. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait que les gens ont dévancé justement les autorités. Le gouvernement justement ne sait jamais, c'est ce que j'essaie de relever tout à l'heure. En fait, je ne sais même pas pourquoi cette question, pourquoi on dit non, le gouvernement est surpris, on est surpris, on ne savait pas si à l'or et tout ça, si c'est ce qui ne justifie pas. Mais même à l'intérieur du pays, ce sont les populations elles-mêmes qui, de par leur propre méthode, découvrent qu'il y a de l'or dans ce village, dans cette localité, et par effet de communication, les gens sont au courant, ils viennent d'exploiter. Vous avez vu à un moment donné à Sigiri, avec l'avènement de ces machines qui détectent l'or là, à un moment donné où les gens parfois faisaient tomber leur propre case parce qu'ils se rendaient compte que... Non, ce que vous dites, ce que vous dites, ça a bien un sens. On sait quand même, en tout cas de façon connue de tous, on sait que quand on prend Kouroussa, Sigiri, Mandiana, c'est sans embâche. Il y a de l'or. Oui, bien sûr. Il y a de l'or avec les teneurs en tout cas très élevées. Mais le cas de Gawal est un peu spécifique. C'est spécifique. Par rapport aux données géologiques. Oui, Ousmane Tounkara. Par rapport à cette question, vous savez, gouverner, c'est pouvoir c'est faire des projections, c'est anticiper. Oui. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que les réalités de 2010 ne sont pas celles de 2021. Donc, si on avait réalisé une cartographie pour identifier les richesses dont dispose la Guinée à des années antérieures, le gouvernement devait pouvoir avoir l'intuition de dire, bon, en ce moment, on avait tel équipement pour faire ça. Maintenant, 10 ans, 30 ans, 40 ans après, il faut qu'on fasse une autre étude pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres richesses qu'on n'avait pas identifiées lorsqu'on réalisait les études antérieures. Et quand vous prenez ceux qui exploitent l'or, par exemple à Sigiri ou à Kouroussa, je vous assure, même ne serait qu'en regardant la terre seulement, ils se font une idée. Ils se font une idée. Oui. Donc c'est très important. Je pense que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Oui, Gervais, il a rappelé. Le gouvernement se réveille maintenant. Vous avez parlé. Que nous sommes au 21e siècle. Vous avez rappelé cet apport ou ces apports des institutions internationales, notamment la Banque mondiale. Aujourd'hui, l'Ansanal a dit les moyens, le pays à lui seul ne peut pas être en même de passer au travail. Qu'est-ce que, à votre avis, on peut envisager dans une telle situation? David, je réponds sur la question. Oui, je vous reviens. Je pense qu'il suffit juste que les pays montrent des projets sérieux. Je vous reviens. Le financement ne va pas poser problème. Allez-y, Gervais. Donc, je pense que je ne suis pas toujours d'accord avec cette idée que les Africains doivent attendre que les institutions internationales viennent faire. Lorsque vous avez un pays à gérer, lorsque vous avez une entreprise, une famille à gérer, vous devez trouver des voies et moyens pour gérer votre famille. Vous devez anticiper, vous devez étudier. Je vous dis aujourd'hui... Il faut en avoir les moyens. Il faut trouver des moyens. Lorsque vous prenez comme modèle de développement votre sous-sol,
l'Arabie Saoudite aujourd'hui se développe grâce au pétrole. Le géant Aramco, qui est la vache à lait du royaume saoudien, investit en moyenne 2 à 3 milliards dans les recherches et développement pour découvrir des nouveaux gisements de pétrole. Ça veut dire que ne s'assoit pas parce que le pétrole coule en Arabie Saoudite, attendre que des gens commencent à creuser un puits d'eau à 250 km de Riyad et viennent trouver du pétrole. Non. Investit des milliards, lève les fonds auprès des banques et auprès des institutions financières. Dit, OK, moi, je suis ceci. Donc, aujourd'hui, les États africains, si elles veulent, je vous ai donné un chiffre là, je vous ai entre 600 et 1400 milliards ont été perdus par les pays africains en moins de 30 ans. Vous voyez, la Banque mondiale peut lever 1 milliard pour faire la carte des ressources minières en Afrique. Est-ce qu'un État africain, ça veut dire que si pour faire la carte des 52 États, si la Banque mondiale peut lever 1 milliard, ça veut dire qu'un État africain, quelle qu'en soit la petitesse de cet État-là, peut quand même mobiliser 200, 300 millions de dollars. Il s'agit là de pouvoir anticiper. On parle de l'avenir. Si aujourd'hui, on mise le budget de développement d'un pays comme la Guinée sur les rentrées des ressources minières, mais il est indéniable qu'on investisse pour inventorier cette richesse-là. D'accord. Je vais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Je pense que c'est assez important. C'est bien beau. Les États africains doivent supporter leurs projets, ne pas toujours attendre l'aide internationale et tout ça. Mais vous savez qu'on est toujours sous perfusion de ces institutions internationales. Il va être difficile dans les conditions actuelles de penser que nous pouvons supporter seuls les investissements que les États doivent faire en amont pour promouvoir. D'abord, avant de promouvoir des ressources, il faut savoir que vous les avez. Pour d'abord des recherches et savoir qu'on a telle richesse à tel niveau. Ensuite, promouvoir ces richesses-là et faire en sorte que des investisseurs viennent maintenant s'intéresser à ces richesses-là. Je suis d'accord que ça demande beaucoup de moyens, mais je pense qu'il faut aller vers cela. Et il ne suffit pas seulement de dire que la Guinée est un scandale géologique, mais il faut aller au-delà de la cartographie actuelle qui existe, au-delà des connaissances géologiques qu'on a en ce moment-là, pour savoir effectivement quoi d'autre qu'on a. Parce que l'handicap qu'on a aujourd'hui, notre économie, et je pense que ce sont des conclusions aussi de la Banque mondiale, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais l'économie guinéenne dépend principalement encore de l'exploitation minière. Et cette exploitation minière, ici en Guinée, elle repose essentiellement sur la bauxite. On est 3e exportateur, et un peu sur l'or, et peut-être le fer qui va venir avec Simandou, qui va venir et tout ça. Mais on a énormément d'autres richesses, vous le savez. Il y a beaucoup d'autres richesses qu'on a, mais qui ne sont pas exploitées parce qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de données là-dessus et on n'a pas, je ne sais pas quelle est la politique qu'on a pour peut-être amener les investisseurs eux-mêmes, ceux-là qui font, qu'on appelle les grandes sociétés elles-mêmes à venir faire la recherche, parce qu'à ce niveau-là, je vous donne juste l'exemple du pétrole. Vous savez qu'avec le pétrole, le ministère en charge des hydrocarbures avait lancé le projet de forage. Je pense que ça devait être la 3e tentative pour la Guinée, mais les recherches sont... le puits Fatala. Le puits Fatala se sont avérées infructueuses. Mais allez demander à l'État la facture qui a été payée pour ce 3e puits Fatala pour savoir si la Guinée, effectivement... Bon, on sait qu'on en a pour tenter d'avoir vraiment des D'accord. Alors, donc, je pense que c'est vrai que c'est cher de faire les recherches, mais l'État doit être à même de savoir, préfecture par préfecture, quelles sont les richesses qui existent et savoir adapter à chaque préfecture des conditions de sécurité d'exploitation de ces richesses. Cette question, elle est posée aujourd'hui. On n'en a pas d'emblée la réponse. Qu'est-ce qui est réellement fait dans le sens? Mais il faut prendre aujourd'hui les taureaux par les cornes. Il y a une ruée vers Gawal, Kounsitel. Aujourd'hui, la population, nous apprendons à tripler, pour ne pas dire à quadrupler. Du coup, on a assisté à cette sortie des autorités, notamment le gouverneur de la ville de la région de Labé, qui a interdit toute exploitation en tout cas de mines d'or de Kounsitel. On demande aux gens de retourner d'où ils viennent, mais c'est vrai, on sait que d'aucuns se sont endettés pour venir. Comment retourner? Parce qu'ils sont venus à la recherche de l'argent. Comment se retourner aujourd'hui? Et comment vous avez trouvé cette décision des autorités? Bon, particulièrement d'abord de l'AB qui interdit toute exploitation. D'abord, je voudrais vous dire que
Parce que tantôt, on parlait de la surprise par rapport à la découverte de la mine. Ça, c'est une question. Et la question fondamentale auquel, justement, l'État, la localité de Gawal, la préfecture, la région de Labé font face aujourd'hui, toutes ces autorités, c'est justement comment gérer la situation. On a découvert de l'or. Alors, à partir de l'instant, il y a l'anarchie qui commence à s'installer. Il y a une ruée qui ne s'explique pas. Il y a de l'insécurité, les gens viennent de partout, y compris les pays de la sous-région. Il n'y a pas que des Guinéens qui viennent. Oui, il y a les on a cité il y a des Sénégalais, des Gambiens, etc. Gambiens. Pratiquement tous les, à part je crois la Sierra Leone ou le Libéria, pratiquement tous les ressortissants de ces autres pays limitrophes de la Guinée ont été identifiés au niveau de Gawal. Oui. Et moi je voudrais vous dire ceci, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je crains fort, lorsque j'ai constaté cette ruée, cette anarchie qui s'installe à Gawal, je me suis dit qu'on va appauvrir davantage la localité de Gawal si nous continuons comme ça, que Gawal va davantage être, si vous voulez, l'environnement va prendre un coup, et la vie va devenir de plus en plus chère. Aujourd'hui, quand vous prenez les localités, pour avoir été jusque dans les mines à Dingraï, par exemple, dans une localité que je connais très bien, jusque dans les mines, encore une fois, jusque dans les trous. Et vous n'avez pas trouvé d'exemple si ce n'est pas Dingraï? Oui, bien sûr, parce que c'est là où vous avez été. Il a le dogmain. Vous êtes pressé, sinon les Dingraï, ils allaient partir aussi à Banankoro. Banankoro également, vous savez, c'est une mine, n'est-ce pas, diamantifère. Pour avoir été juste dans l'un des villages les plus reculés de Banankoro également, n'est-ce pas, je vous dirais simplement de ce constat que si ce n'est pas réglementé, si ce n'est pas des sociétés qui viendront s'installer, pourquoi je dis des sociétés? Attendez, pourquoi je dis des sociétés? Ce n'est pas que je suis contre l'exploitation artisanale. Oui. Non, je sais que cette exploitation permet à des familles, permet à d'autres personnes, oui, de se faire un peu d'argent, d'accord. Mais je sais que l'anarchie qui va accompagner l'insécurité va plutôt avoir un coût plus élevé que ce que nous pensons que les populations peuvent tirer de ces richesses-là. D'accord. Encore une fois, s'il y a une solution à proposer, moi je dirais que l'État doit stopper tout. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. Pour finir, je vous dirais que pas plus... Attendez, tout à l'heure, je lisais un article, je crois, de Guinée News, où les autorités ont dit, effectivement, parce qu'il y a des affrontements, je crois, actuellement, hier là-bas, c'est que même les forces de l'ordre qui ont été déployées sont en train de prendre l'argent avec des gens pour les laisser aller dans les mines et exploiter. Donc, dites-vous dire... Je vais revenir... Il faut que je place un mot par rapport, oui, je place un mot par rapport à la surprise ou pas. C'est moi qui distribue la parole. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, on ne l'arrache pas. D'accord, je vous donne la parole. L'arbre pas l'arbre, Je vous donne la parole. Merci beaucoup, vous êtes très généreux. Par rapport à la question surprise ou pas, je pense que le cas de Gawal doit être un début de solution maintenant. Ça doit être un début de solution, ça doit alerter les autorités pour dire que, attention, si on s'attendait ou on ne s'attendait pas, donc il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. La question n'est plus là. Pour réaliser une cartographie plus ou moins. Identifier les gens qui contiennent. Ça c'est. Maintenant, l'ensemble a parlé tout à l'heure de la menace de l'environnement, de l'économie. On parle même de la forêt classée de la forêt. Moi je dis, même la santé des populations de Gawal est menacée. Parce que vous savez, quand il. Bien sûr. On va s'écouter. Non, la santé est menacée. La santé est menacée. Ousmane Tounkara a la parole. La santé des populations est menacée. On sait que dans toutes les zones orifères de César, on sait la santé des personnes qui se sont retrouvées là est menacée. Il y a des maladies, les MST se propagent là. C'est évident. Et quand il y a une ruée de personnes de César, mais Gawal dispose de quelle infrastructure sanitaire aujourd'hui pour pouvoir soigner des pathologies qui pouvaient survenir après. Vous voyez, c'est vraiment la question. Je le disais tout à l'heure. Elle est aussi compliquée qu'on ne puisse l'imaginer. Il faut prendre le taureau par les cornes aujourd'hui. Les gens se sont déplacés, ils sont là. On a interdit l'exploitation. Mais derrière, de ce qu'on apprend, certaines autorités, en complicité avec les forces de l'ordre, prendraient de l'argent avec ceux qui sont arrivés pour leur permettre d'aller dans les mines. Hier, d'ailleurs, on nous apprend que la jeunesse de Concitel s'était révoltée pour aller saisir des machines. Et c'est les forces de l'ordre qui sont venues pour défendre ces gens et puis retirer les machines. Qu'est-ce qu'il faut
aujourd'hui, dès lors que les gens sont déjà sur le terrain? Effectivement, le principal problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est la corruption. Ça, tout le monde le sait. Ça veut dire que quand on ait découvert l'or ou pas à Concitel, la corruption, elle est endémique dans nos sociétés aujourd'hui. Ceux-là qui sont chargés de faire respecter la loi sont les premiers à tordre la loi. Et pour revenir sur le cas de Gawal, lorsqu'on découvre un tel minerai quelque part, c'est normal qu'il y ait une ruée vers l'or. La ruée vers l'or, ce n'est pas une invention de la Guinée. Ça existe partout. On a vu des caravanes, que ce soit aux États-Unis. Mais c'est à l'État. On peut comprendre que l'État n'a pas cartographié les richesses du pays. Ça, on peut le comprendre. Ça coûte cher, comme M. Camara l'a dit tout à l'heure. Oui. L'État n'a pas les moyens. Là n'est pas l'objet du débat. Mais une fois découverte, on devait s'attendre. Ça veut dire l'État, par ses moyens régaliens, à travers la police, à travers le renseignement de la gendarmerie, à travers l'administration du territoire, devait savoir qu'une fois cela découvert, il y aura une ruée vers l'or là-bas. Oui. Et on devait prendre des dispositions pour déjà filtrer. Ça veut dire pour ne serait-ce que créer une zone tampon. Dire que, OK, il y a l'or à Gawal, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens viendront. Donc, on doit d'abord sécuriser cette zone-là. L'accès à cette zone doit être maintenant réservé. Oui, là, il ne faut pas mettre la ceinture et qu'à l'intérieur, qu'il y ait des exploitations clandestines. Là, il fallait anticiper. Ouais. L'État a tous les moyens. C'est quoi un État? Un État, c'est la force régalienne. L'État a tous les moyens de faire respecter la loi. Malheureusement, ceux-là qui sont déployés pour faire respecter la loi sont les premiers à tordre cette loi-là à travers la mise en place des pots de vin. Là, il faut attirer vraiment l'attention des autorités parce que au-delà de la ruée vers l'or, ça crée une insécurité totale. Il y a des gens qui vivent là-bas dans ces localités-là. Je ne la connais pas, mais je suppose qu'il y a des gens qui vivent là-bas d'agriculture, qui ont des enfants. Aujourd'hui, le coût de la vie a triplé. Ils voient arriver des centaines et des milliers de personnes. Ouais. A-t-on pensé un seul instant à ces populations-là? L'environnement prend un coup. Il y a des cours d'eau là-bas. Il y a des... Est-ce qu'on pense à tous les dégâts qu'on va causer à cette... D'accord, oui. Thierno Amadou Camara, pour terminer sur ce point rapidement. Oui. Est-ce qu'il faut, mordicus, demander à tout le monde de quitter? Et non, on ne peut pas demander à tout le monde de quitter parce que il y a des autochtones. Oui, non, justement, quand je parle de tout le monde, oui, c'est ceux justement, qui sont la arrivés. question vaut son pesant d'or. Ce que je voulais dire, c'est que fondamentalement, moi, jusque-là, ce qui est dit, et dans le communiqué du gouverneur de la baie, communiqué d'ailleurs qu'on peut contester, dont on peut contester le contenu, et dans ce qui s'est dit sur ce plateau-là, je ne vois pas fondamentalement, en tout cas, personne n'arrive à me convaincre de l'urgence qu'il y avait de fermer définitivement, parce que c'est ce que... est-ce que c'est définitif? Non, laissez-moi terminer. De fermer cette zone-là à ceux qui viennent. Vous savez, on voit très souvent dans cette histoire ceux qui quittent Sigiri, ceux qui quittent la Guinée-Bissau, le Libéria et autres là, mais vous ne voyez pas le jeune de Concitel qui pense que c'était une opportunité pour lui, comme le jeune de Sigiri, le jeune de Mandiana, oui, le jeune de Dinguiraye, le jeune de Concitel qui voyait cette découverte d'or dans sa localité, donc une occasion de trouver lui aussi de l'argent, de s'en sortir. On le calcule moins dans tout ce qu'on est en train de dire là. D'un seul coup, on ferme les travaux. Maintenant, les effets collatéraux, c'est par exemple ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y aurait des agents des forces de l'ordre qui sont déployés sur le terrain, qui, ça sent bien qu'ils sont là pour appliquer l'interdiction d'accéder à la zone. Alors là, ceux-là, en complicité avec d'autres, se permettent, en lieu et place de la population autochtone, d'exploiter cette zone-là. Ça envoie une mauvaise communication. C'est que l'État vient dans ces conditions en envahisseur. C'est pas ceux-là qui sont venus que vous appelez envahisseurs en ce moment-là, mais c'est l'État qui vient envahir la population locale, l'écarter sur ces terres et exploiter les ressources minières de façon clandestine. De façon clandestine. Ça, c'est le premier effet. Oui. Le deuxième effet, c'est centaines de jeunes qui ont quitté Sigiri, les mines de Mandiana, les mines de Dinguiraye, qui sont venus jusqu'à Gawal dans des conditions assez difficiles. Il y en a qui sont arrivés avec plus rien dans la poche. Vous dites un beau matin à ces gens-là, aujourd'hui je ferme de façon immédiate et demain matin je ne veux voir personne sur le site. Mais lui, il ira où?
Dans quelles conditions vont retourner à Dinguéré? Non, je termine. Non, attention, je termine. S'il vous plaît. Ce raisonnement ne peut pas passer. Parce que on ne va pas permettre la police. Vous allez l'écouter. Vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter, même si par moment il ne fout pas les autres. Voilà. Oui. On ne va pas permettre à Séguiri. Non, s'il vous plaît. Séguiri demande à Séguiri à Kouroussa, on ne va pas permettre la même chose à Gawal. S'il vous plaît. On les laisse terminer, mais on tire les leçons quand même. Ce sont les autorités. Parlons sur ce plateau. Avec moins de passion. Rapidement. Vous savez, c'est pas aujourd'hui que l'exploitation artisanale de l'or affecte l'environnement. Vous savez que c'est pas aujourd'hui que l'exploitation artisanale de l'or rend la vie chère, mais ça a rendu la vie chère depuis très longtemps à Séguiri. Ça a dégradé l'environnement depuis très longtemps à Dinguéré et à Mandiana. Est-ce qu'on a fermé à Mandiana, on a fermé à Séguiri, on a fermé à Kankan? Mais pourquoi on ferme à Koundara? Pour des raisons que vous évoquez, mais qui se passent ailleurs. Donc, à Gawal, je veux dire. Donc, je dis une fois encore, moi, je suis d'accord que pour des raisons, comme on appelle pour le service, pour des raisons d'État et d'intérêt public, que l'autorité dise attention, il y a une question de sécurité qui se pose, il y a une question de santé qui se pose, je suspends les activités pour une telle durée, le temps que les autorités prennent maintenant des dispositions pour réguler l'accès à la zone. Mais on ne peut pas définitivement interdire l'accès à la zone. C'est ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet qui concerne cet envahissement aujourd'hui. Est-ce que des citoyens, simples citoyens, ou des autorités, en tout cas, tout se confond aujourd'hui dans la localité de Gawal à Kounsétel précisément. L'autorité est interpellée pour prendre désormais le taureau par les cornes afin de soulager ceux qui sont venus, parce que le gouverneur, on l'a écouté, Siba Loualamou, qui a dit que celui qui a quitté Zérékoré, celui qui a quitté Séguiri, qui arrive à Kounsétel, il est bien chez lui, il n'est pas étranger, et c'est là pour calmer les nerfs. On attend bien de savoir quelles vont être les prochaines mesures qui vont suivre cette interdiction. On revient juste derrière ça. Je disais à l'entame, peut-on parler aujourd'hui des moments de tourmente au sein de la principale formation politique de l'opposition guinéenne? Si rien n'est moins sûr dans l'opinion, le parti, lui, rassure tout est parti de la tribune signée par 3 cadres du parti, non des moindres, en détention à la maison centrale de Conakry. Juste après, c'est une sorte d'expression d'une frustration à laquelle on a assisté cette semaine. Le sommet de l'UFDG a été mis à l'épreuve des règlements de compte, on peut le dire. On aura tout suivi et dans ce parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Et cette même semaine, il est rentré à Conakry, Suleiman Tchangel Ba. La question des spéculations tournées autour, le pouvoir est en train de lui faire les yeux doux. Voilà pourquoi tout a été facilité pour qu'il retourne au pays. Toutes ces questions se font de l'actualité aujourd'hui au sein de ce parti. Mais de l'autre côté, il y a également cette question de dialogue. Ma première question d'abord, Tcherno Amadou Kamara, c'est bien, est-ce que le bateau UFDG n'était-il pas en train de tanguer jusqu'à ce que le conseil politique, conseil politique se retrouve pour remettre les pendules à l'heure? Oui, bien sûr, ça c'était une évidence parce que les clashs qui avaient commencé entre notamment les hauts responsables de ce parti, je parle notamment des déclarations qu'on a entendues, tantôt pour aller dans le sens du dialogue, tantôt pour réaffirmer ce qu'ils appellent la ligne du parti, à savoir qu'il n'est pas question d'aller à un dialogue dans les conditions actuelles. Avec le couteau à la gorge. Avec le couteau à la gorge, même si Gouressi a dit que Cellou Dalein n'a pas du tout le couteau à la gorge. Alors, c'est ce qui a été dit, mais le conseil politique, et ça, c'était salutaire. Et ça, il le fallait. Je pense que Cellou Dalein en avait besoin, parce qu'à un moment donné, c'est son autorité même qui était menacé. Du parti qui était menacé, et c'est l'existence même du parti, parce que nous savons comment beaucoup de partis ont éclaté ici pour des questions qui ont commencé comme ça. On se souvient encore de l'histoire des NFD, des histoires des guerres d'ego entre leaders, entre griffes du parti, tout ça. Oui. L'UFDG a échappé à ça pour une fois avec Bahouri, et le parti a dû peut-être
tirer les leçons pour que cette fois-ci, l'on puisse ramener tout le monde. Les humeurs ne prennent pas le dessus. Voilà, que les humeurs ne prennent pas le dessus et que les gens se retrouvent pour se parler. Et les actes qui ont suivi, on a vu aussi Cellou Dalein qui a fait le pas pour aller saluer Tchulé Tiangel, je pense qu'on en parlera après. Il y a aussi des déclarations qui ont été faites, on l'a vu encore ce matin, aujourd'hui, au domicile de Chérif Ba, pour rendre visite à tout cela. Et ensuite à Ouattara. Dans ses déclarations, il a affirmé hier à l'Assemblée générale que le Conseil politique s'est retrouvé, une réunion qui a été élargie aux anciens députés, et ensemble, ceux qui ont tort ont accepté qu'ils ont tort et ont dû s'amender, et des résolutions ont été prises à l'unanimité. Et la principale résolution, c'est que le parti s'abstient de commenter le dialogue. Il ne dira pas qu'il est bon, tout comme il ne dira pas qu'il est mauvais. Alors là aussi, on parle de la détention de Gawal et les autres, et la fermeture du bureau du parti et de la permanence, et les restrictions faites à Cellou Dalein, à son épouse et à ses proches collaborateurs. Et donc, ce sont des faits qui ont été remis sur table pour dire que le parti n'évoque pas le dialogue avant que cela soit fait. Donc, moi, je me dis que ça, certes, c'est aussi confirmé, c'est-à-dire que le parti reste droit dans ses bottes, comme on le dit, et il n'est pas question de dialoguer, mais c'est aussi un boulevard qui a été ouvert aux autorités de Conakry, si elles sont objectives, si l'appel au dialogue il est vraiment sincère. Ouais. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité-là, il faut saisir, j'appelle ça même une main tendue de l'UFDG au pouvoir en place, mais pourquoi ne pas aller à ce procès contre ces leaders, ces acteurs qui sont en prison? Quel est aujourd'hui ce qui justifie que la permanence du parti de l'UFDG soit fermée? À quoi ça sert aujourd'hui au RPG ou bien à Alpha lui-même que le parti de l'UFDG n'ait pas accès à ses bureaux? Quelle est la menace? Est-ce que la Guinée va s'écrouler au lendemain de l'ouverture du bureau de l'UFDG? Moi, je pense que c'est une main tendue qui a été faite, et le pouvoir, s'il est sincère dans son appel au dialogue, devrait saisir cette main tendue-là et accomplir ce qu'on peut appeler comme préalable, et puis on verra, le peuple jugera après l'UFDG en tant que parti qui avait dit qu'il était prêt peut-être à aller, mais qu'il n'était pas encore là pour commenter ces faits, tant qu'il y a des préalables qu'il faut lever. Donc il faut lever ces préalables. Gervais Moussongo, je rappelle que vous êtes consultant intelligence économique. Cette question de dialogue aujourd'hui, vous avez suivi également avec les autres observateurs, et d'un côté on met en place le cadre permanent de dialogue politique et social, mais le problème il est fondamentalement, en tout cas pour l'instant, il est fondamentalement politique. Comment on peut mélanger ces crabes dans la même corbeille? Le gouvernement est dans son rôle de proposer un dialogue politique et social. Et le parti, l'UFDG aussi, est dans son rôle en tant que parti d'opposition, en tant qu'organisation. Le parti d'opposition n'est pas toujours un mot que j'aime utiliser. C'est une organisation sociétale qui est là pour proposer une amélioration des conditions de vie des citoyens guinéens. Donc, ce qui s'est passé au parti, c'est normal, c'est un parti politique, c'est la démocratie. Il y a des tendances dans un parti. Ça veut dire dans tous les partis au monde, il y a des tendances. Et la tribune qui a été citée par les détenus qui sont à la maison centrale, les cadres du FDG. Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et Cellou Baldé. Il faut comprendre que lorsque vous êtes privé de votre liberté, vous pouvez avoir une vision un peu réduite de la réalité, puisque vous êtes vraiment privé de votre liberté. Ce n'est pas le simple fait qu'on vous empêche de sortir, mais vous n'aviez pas tous les éléments. Donc c'était un cri de cœur qu'ils ont attiré l'attention. Et qu'il y a eu débat au sein du parti, je ne vois pas pourquoi les uns et les autres voyaient cela comme l'implosion d'un parti. C'est la vie politique qui le veut ainsi. Dans un parti, on n'est pas à la mosquée, ou on n'est pas même dans l'église. Même à l'église. Le débat avait pris des allures. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans le libellé, il y a eu des expressions de frustration en dehors même de la prison. Au-delà de trucs, c'est tout à fait normal que dans un dialogue politique, qu'il y ait des échauffourées.
Ce n'est pas, c'est pas l'UFDG, ça ne débute pas à l'UFDG. Dans d'autres partis d'opposition, on peut citer le cas du FPI en Côte d'Ivoire où il y a des tendances qui s'affrontent. Donc, il y a eu ceux qui étaient partisans immédiats du dialogue et ceux qui n'étaient pas partisans. Il fallait se retrouver, d'après les instances du parti, trouver une juste voie. Mais c'est tout à fait normal et légitime qu'en démocratie, dans un parti qui se dit démocratique, qu'il y ait des gens puissent s'exprimer. Peut-être que la façon de s'exprimer n'était pas totalement bien ou bien des uns et des autres. Le fait de le faire sur la place publique ou bien d'utiliser les réseaux sociaux et autres n'était peut-être pas la moins idoine, mais le débat devait avoir lieu pour que le parti puisse prendre l'avis des différents courants. Dans un parti, il y a plusieurs courants. Il faut le dire. Il y a des courants progressistes, il y a les courants qui sont ouverts, il y a les courants radicaux, il y a des courants centristes. Dans tout parti politique, il y a plusieurs courants. Donc, que les différents courants de l'UFDG soient exprimés sur la situation sociopolitique actuelle, sur le dialogue sociopolitique annoncé par le gouvernement, c'est tout à fait normal. Et que le parti aujourd'hui dise, d'après les résolutions de ce qu'on a lu, le parti est dans un dialogue, c'est une question de rapport de force. Donc le parti se met aussi pour avoir des éléments de rapport de force. Ils n'iront pas au dialogue juste pour aller au dialogue, mais ils ont quand même des militants. Ils ont des sympathisants qui les suivent. Ils doivent apporter des réponses à leurs sympathisants, à leur dire que nous allons au dialogue, voici ce que nous revendiquons avant le dialogue. Donc c'est tout à fait normal dans la vie politique d'un pays, d'un État ou d'un parti politique. Ça se passe comme ça. D'accord. Oui, Ousmane Tounkara, et cette question, on a vu Mamadou Barry la semaine dernière, on en parlait sur ce plateau. On a vu Mamadou Barry, on a vu également l'autre ancien député Mariga, qui ont fait des sorties, d'autres également, des simples militants qui ont exprimé certains leur volonté d'aller vers le dialogue, parce que derrière, on estime que le dialogue peut permettre la libération des prisonniers. Mais est-ce que fondamentalement, c'est le dialogue qui doit permettre cela, ou c'est un procès juste qu'il faut organiser aujourd'hui et permettre à ces gens de recouvrer leur liberté? Oui, moi je pense que dire que l'IFDG est au bord de l'implosion aujourd'hui, ça dépend de l'interprétation que l'on fait de cette tribune. Seulement, j'attire votre attention, la tribune qui a été signée par les 3 détenus, ils ne l'ont pas signée au nom de l'IFDG. La preuve est que Abdoulaye Ba n'est pas co-signataire. Oui, eux non plus n'ont dit que c'est le parti qui a signé. Je crois qu'ils ont mis l'accent. C'est pas l'UFDG qui est en prison. Voilà. C'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui sont en prison. Et il faut les comprendre. L'exemple le plus frappant, entrez dans une chambre et quelqu'un vous ferme la porte dedans et vous êtes dedans sans votre consentement. C'est là vous comprendrez ce que signifie la prison. Maintenant, vous avez demandé, est-ce que c'est la libération qui va le dialogue qui va conduire à la libération ou un procès équitable. Ou un procès équitable. Moi, je pense que les signataires de la tribune ont demandé un procès équitable, un procès juste. C'est tout ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont sûrs et certains que si le procès est juste, il est équitable, ils vont sortir haut les mains. Je suis convaincu de cela à travers ce que j'ai lu dans le procès, dans la tribune. Mais dire qu'il faut aller au dialogue pour libérer les gens ou il faut ceci ou il faut cela, mais je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à réclamer le dialogue dans ce pays. On a réclamé le dialogue. On a réclamé, on en a eu. Bon, on s'est réunis. Moi, je vais dire qu'on s'est réunis. Il y en a eu. On s'est réunis parce que moi, j'appelle dialogue, c'est quand les gens viennent avec de la bonne foi de faire bouger les lignes. Mais si toutes les rencontres qu'il y a eu ici qui ont été appelées... Qui n'est pas venu avec la bonne foi? Bon, peut-être vous allez trouver la réponse. Non, on ne peut pas trouver, dites-le nous. Il y a des accords. Qui n'est pas venu avec la bonne foi? Qui n'a pas exécuté les conclusions du dialogue. C'est lui qui n'a pas exécuté les conclusions du dialogue. C'est celui-là qui est venu avec la mauvaise foi autour de la table. On dirait Ousmane Tounkara parle avec la langue de bois. Et qui est venu avec la mauvaise foi? Tcherno l'a dit, c'est le gouvernement. Et assumez votre position quand même. J'assume. C'est le gouvernement? J'assume ma position. C'est le gouvernement?
Je pense que vous devez avoir de l'intuition. Vous devez pouvoir déduire les choses. Est-ce que je suis aussi intelligent pour déduire les choses. On va passer au sérieux. Je pense que le dialogue, il faut venir avec la bonne foi, avec la ferme conviction, de pouvoir faire bouger les lignes. Il faut respecter ses engagements. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas cela, je pense qu'on vient se mentir. C'est vrai que Cellou Dalein Diallo, il a dit que le linge sale a été lavé à la maison et les vérités ont été dites à qui de droit. Ceux qui avaient offensé ont présenté les excuses et ceux qui ont été offensés ont accepté les excuses. Mais de l'autre côté, est-ce que tout cela suffit aujourd'hui pour être tout à fait sûr de la stabilité, de la sérénité du parti? Je parlais tout à l'heure du retour au pays de Souleymane Thiangel, qui est rentré pour certains sur la pointe des pieds. Et pour d'autres, on ne sait pas quand même qu'est-ce qui a prévalu à son retour. Bien, d'abord par rapport à son retour, je voudrais moins me prononcer là-dessus parce que je me dis que c'est important, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand même, pour le retour de Thiangel, ça a été comme pour le retour de Bahouri à un moment donné. Parce qu'on savait qu'à la justice, il y avait quelque chose qui était attenté contre lui. Ouais. Et qu'on s'attendait, en tout cas selon la justice, qu'à son retour, qu'il vienne répondre. On n'a pas compris ce qui s'est passé rapidement pour qu'il revienne. Dieu merci qu'il soit là, je pense que c'est l'essentiel. Maintenant, je reviens par rapport au parti lui-même. Moi, je ne suis pas d'accord d'abord avec vous dans l'introduction quand vous parlez du concept Truman. Est-ce que le FDZ serait... Moi, j'ai dit l'UFDZ... C'est une... Si vous avez suivi... C'est une problématique. Si vous avez suivi le raisonnement de mon voisin de côté, de M. Germain, vous allez comprendre. Je suis tout à fait d'accord lorsqu'il dit que dans un parti politique, on est d'accord pour être dans le parti, dans un mouvement organisé, dans une organisation sociétale. Mais on est d'accord encore qu'on vienne, n'est-ce pas, dans cette organisation avec des idées. Ce n'est pas forcément ce que vous pensez dans le même parti où je me trouve que je dois penser forcément. C'est lorsqu'on se retrouve qu'on met en branle nos pensées et qu'on tire quelque chose de... Donc moi je pense que ce qui s'est passé à l'UFDZ, c'est là qu'ils ont écrit, je vais parler des 3 députés. Je suis d'accord, Tounkara le rappelait tantôt. Vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur de la liberté d'expression ou de mouvement que lorsqu'on vous dit, même dans Conakry, moi je ne parle pas d'une chambre que Tounkara a évoquée, je dis dans Conakry. Si jamais l'État vous dit demain, vous ne sortez pas, voilà, si demain l'État vous dit vous ne sortez pas de Conakry, vous allez vous rendre compte que vous êtes en prison déjà, même si vous n'avez pas la volonté d'aller à Zérekoré ou je ne sais pas à Kankan, mais dès lors que l'État vous dit ne sortez pas de la limite de Conakry, vous êtes en prison. Parce que la prison, elle est psychologique avant tout. Donc moi je pense que lorsque quelqu'un est dans cette situation, il a une autre pensée, comme le disait Victor Hugo, on pense autrement dans un château que dans une chaumière. Lorsque vous êtes là-bas, vraiment vous êtes dans une autre pensée. Maintenant, par rapport à la question du dialogue, moi je voudrais dire encore une fois, et ça, je l'ai dit il y a plusieurs fois, avant les élections législatives, avant les élections présidentielles, j'ai dit l'UFDZ peut aujourd'hui brandir toutes les preuves de l'injustice, je ne sais pas, d'acharnement du côté du pouvoir et tout contre lui et ses militants. Ça peut se justifier, mais je dis, quelles que soient les conditions, allez-y au dialogue. Lorsque le dialogue est lancé, lorsque le dialogue est appelé, lorsqu'il y a une main tendue, prenez, attendez. Non, attendez. D'accord, je suis d'accord. Oui, mais d'accord. Mais celui qui vous a appelé, il sait que votre main a enchaîné, le pied c'est enchaîné, mais il va envoyer un moyen de déplacement. Mais s'il envoie un moyen de déplacement, déplacez-vous, allez-y au dialogue. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous partez au dialogue, c'est comme quand vous êtes à l'Assemblée nationale. Si vous, M. Daouda, vous représentez un seul parti, enfin, vous êtes le seul à représenter un parti à l'Assemblée nationale, on va dire qu'il n'a qu'un seul député. Mais votre voix permet au moins à l'opinion nationale de savoir qu'il y a une pensée qui n'est pas unique dans ce sens-là. Donc, quand vous partez, je conclue, quand vous partez au dialogue, autour de la table, vous avez un temps de parole. Si on vous donne un temps de parole, l'opinion nationale et internationale est en train de vous observer. Vous avez le cadre pour dire tout ce que vous pouvez dire. Mais lorsque vous rejetez le dialogue, même si votre siège est fermé, même si vous ne pouvez pas sortir, d'accord, mais allez-y faire savoir ça à l'opinion nationale et internationale. On va le savoir du côté de l'UFDG, quelle va être la position
position à prendre. Oui, rapidement. Effectivement, ce que je veux dire, parce que j'avais posé une question à mon avis essentielle, à savoir, est-ce que cette seule rencontre du bureau politique national élargi aux députés et tout ça suffit pour s'assurer que la sérénité revient au sein de l'UFDG? Vous savez, le parti avait intérêt à rapidement reprendre le contrôle de la situation, parce que dans ce que on appelle au dialogue là, les gens allaient profiter pour exprimer en fait plusieurs frustrations qui sont à l'interne. Vous savez très bien que beaucoup ne sont pas d'accord pour le fait que le parti ne soit pas allé aux législatives de 2020. Vous savez très bien que beaucoup n'ont pas accepté que le parti, que l'UFDG, que l'UFDG, beaucoup n'ont pas accepté, n'ont pas compris pourquoi l'UFDG est allé à la présidentielle de 2020. Donc vous voyez bien qu'il y a des frustrations à l'interne. Et le fait que Dalé nous dise que la réunion, le bureau politique s'est réuni avec élargi aux députés, moi en tout cas ça me donne l'impression que depuis cette fermeture-là, à part les assemblées générales qu'ils ont reprises, il n'y a pas fondamentalement de débat, de réunion à l'interne pour que toutes les questions soient épongées à l'interne. Donc je ne pense pas que cette seule réunion suffise pour épuiser tout ce qu'il y a comme contentieux à l'interne. Il faut aller en profondeur. On est sorti, le parti est allé après deux grandes élections, les élections législatives et le référendum. Il y a la présidentielle. C'est essentiel que l'UFDG aujourd'hui se retrouve pour se parler. Mais je pense que l'effort qu'on fournit, et ça c'est le deuxième pan de ma communication par rapport au deuxième sujet qu'il a évoqué, l'effort qu'on fournit aujourd'hui pour dire à l'UFDG, non, allez-y au dialogue. Il faut aller au dialogue à tout prix. Si on fournissait le même effort pour être exigeant vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis de l'État, pour dire que, attention, vous ne pouvez pas, non, bien sûr, c'est un sentiment de non, c'est pas nous. Je dis, c'est un sentiment de démission, en fait. C'est-à-dire, on voit l'État, non, c'est l'opinion publique, on voit que l'État emprisonne des gens, et nous sommes d'accord, au moins, sur ce plateau-là, au moins, que l'essentiel des raisons pour lesquelles ces gens-là sont en prison, c'est des raisons politiques. Nous savons essentiellement... Mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas au dialogue, sauf si on libère. Allez-vous au dialogue, c'est ça le problème. Non, il n'est jamais tard de construire. Il n'est jamais tard de construire. Moi, je pense que c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment de tout détruire et répandre de nouveaux repères. C'est ça. Il faut répartir de nouveaux repères. Moi, je suis discipliné. Ma question à Tcherno, vous dites que l'opinion devait plutôt être plus exigeante. Maintenant, qu'est-ce que cette opinion devait, à votre avis, faire? Daouda, nous sommes dans un pays... C'est une question, c'est clair. Non, mais laissez-moi... Lansana, mais vous êtes dictateur. Mais vous avez eu tout votre temps. Je réponds à la question de Daouda parce que ça nous permet de ne pas être que superficiel et d'entrer un peu pouvoir donner nos avis et les expliquer. C'est ce que je dis. On dit aujourd'hui, Lansana, c'est vous qui dites... Non, mais on les emprisonne, c'est pour la prison, c'est pour ça. Après, vous dites aussi à l'UFDG, non, allez-y au dialogue. Et vous savez, vous-même, vous ne croyez pas à ce dialogue. Quelqu'un l'a dit ici, que les gens ne sont pas de mauvais. Non, je termine. Je ne dis pas à l'UFDG de ne pas aller au dialogue, mais je dis autant on est exigeant pour dire à l'UFDG, aujourd'hui, on est dans une crise. Aidez-nous à en sortir et allez-y au dialogue. Autant nous devons dire au gouvernement et à l'État, respectez les lois de la République, n'emprisonnez pas comme ça des citoyens. Et quand on va à des dialogues, on a dit ici d'installer la haute cour de justice. Est-ce qu'elle a été installée? Est-ce que c'est au seul préjudice de l'UFDG? C'est nous tous qui en souffrons parce qu'on n'a pas notre cour de justice. On a aujourd'hui... J'aimerais sur la question pour clôturer. Je pense que la conclusion du bureau politique de l'UFDG n'a pas fermé la porte au dialogue. Mais comme je vous l'ai dit, dans un dialogue, il y a ce qu'on appelle un rapport de force. Et il était important pour les stratèges de l'UFDG de rappeler de remettre un peu un équilibre dans les rapports de force. Donc c'est tout à fait légitime pour eux. Ils n'ont pas fermé la porte au dialogue. Si j'ai bien lu, bien sûr. Non, mais c'est communiqué, ils ne ferment pas la porte au dialogue, mais il y a des préalables. En quelque sorte. En quelque sorte. Lesquels, peut-être dans les négociations, ça peut se faire, mais c'est tout à fait légitime en tant qu'organisation. Pour aller à un dialogue, vous posez vos préalables et l'autre là, vous avancez des pions. C'est un jeu d'échecs. D'accord. On est dans la politique, c'est un jeu en d'échecs. République de Guinée, on nous habitue à cette autre expression. On ne vient pas à un dialogue avec des préalables, on met tout sur la table. Une fois autour de la table, c'est une question qui se pose. On attend également de ce côté de savoir quelle va être la bonne foi, cette fois pour certains,
pour le gouvernement de permettre la tenue de ce dialogue qui permette en tout cas de décrisper toute la République de Guinée aujourd'hui qui, pour certains, serait isolée, pour d'autres, non, le pays est fréquentable. Comment tout cela pourrait être aujourd'hui possible quand on s'interroge également sur les éléments qui, en tout cas, qui sous-tendent aujourd'hui des condamnations à cascade. On a vu cette semaine écoulée 3 condamnations. D'abord, Boubacar Diallo Grenade, qui a été condamné à des peines vraiment lourdes. On a vu Fonike Mangue, qui était préalablement condamné à 11 mois après 1 an, mais aujourd'hui qui est à 3 ans d'emprisonnement. Médecins Sans Frontières, dont la condamnation était encore plus lourde, 5 ans, hein? 5 ans, qui se retrouve aujourd'hui avec 1 an d'emprisonnement. Et il a déjà épongé 8 mois. Il ne lui reste plus que 4 mois en prison. Comment, Lansana Camara, vous avez analysé tous ces verdicts? Bien, j'avoue que pour le cas du jeune Grenade, je ne commente pas assez parce que je n'ai pas trop suivi. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que lui, il y a des milliers de citoyens guinéens qui tous les jours sont condamnés à ces peines-là. Voilà. Mais pour le cas, je reviens rapidement pour les 2 cas. Le cas de Fonike Mangue et le cas de Médecins Sans Frontières. Moi, je voudrais dire que honnêtement, ça a été un peu pour moi une surprise. D'autant plus que je savais qu'il y a eu des premières condamnations dans les tribunaux, donc au tribunal, je crois, de première instance de Dixine, où ces personnes ont pris des peines. Il y a eu appel et la cour d'appel, justement, devrait se prononcer. Et même si, de par le passé, en tout cas, à ce que moi je savais, que souvent, lorsqu'il y a appel par rapport à une condamnation prononcée par une instance au plus bas degré, niveau, je m'attendais à ce que la peine soit maintenue ou alors, n'est-ce pas, allégée. Alors, pour le cas, par exemple, de Fonike Mangue, ça a été une surprise pour moi, tout comme, parce que c'est tout à fait le contraire du cas des Médecins Sans Frontières. Ouais. Donc, là, on n'a pas compris. Vous savez que la décision de justice est une chose, mais il se trouve que les motivations par rapport à la prise de cette décision en est une autre. Si vous vous rappelez même, avant de rendre le verdict, lorsque la Cour se retire pour aller examiner, et quand la Cour revient dans la salle, la Cour veut prononcer la sentence, n'est-ce pas? Il se trouve qu'avant de prononcer la condamnation de la peine elle-même, la Cour donne des motivations et la Cour même prononce des questions auxquelles la Cour a répondu en amont, en disant devant telle ou telle situation, la Cour s'est demandé est-ce qu'il était coupable. La Cour a répondu par oui, il est coupable, etc., etc. Alors, pour le cas maintenant de Fonike Mangue, par exemple, moi je me demande bien, je souhaiterais bien avoir les motivations, les éléments qui ont pesé dans la balance, qui ont fait que sa peine a été aggravée au lieu d'être allégée. 5 minutes pour terminer. Oui, merci de me le rappeler, de ne pas rappeler à Sana. Je pense que... Non, c'est lui qui garde la parole. Non, oui. Pour Fonike Mangue, rapidement, je pense qu'on a eu des explications après parce qu'on était tous un peu surpris de voir qu'en première instance, il est pris 11 mois et qu'en appel, qu'il prenne carrément 3 ans, contrairement d'ailleurs à ce que le procureur lui-même il avait demandé, parce que le procureur avait demandé moins que ce que le juge a prononcé. Alors, il se trouve que Fonike Mangue avait été déjà jugé non coupable par le juge, l'ami de Lansana Camara, le juge Charles Wright à Dixine. Il avait été libéré, mais le procureur n'était pas d'accord. Et il a estimé qu'il fallait condamner Fonike Mangue. Il a dû faire appel. Ensuite, Fonike Mangue a été pris pour une autre affaire. Il a été jugé cette fois-ci par le tribunal de Mafanko, qui l'a condamné à 11 mois de prison, et ses avocats ont fait appel. Je pense qu'à un moment, il y a eu jonction des affaires. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme information auprès d'un avocat. Il y a eu jonction des 2 affaires, et la décision de la Cour d'appel, c'est 3 ans rapidement. Pour Grenade, c'est la confirmation du procès en appel, c'est qu'il prend 10 ans d'emprisonnement. Et pour
Pour Madic Sans Frontières qui avait été condamné à 5 ans en première instance, il faut ajouter que Madic Sans Frontières, quand même, contrairement à Fonike Mengue, contrairement à Grenade, avait reconnu les faits et présenté des excuses lors du jugement en première instance. Et je pense que cela a pu peser dans la balance en sa faveur et ajouter à cela peut-être des raisons politiques parce qu'on dit que son père est proche du parti au pouvoir et que des démarches avaient été menées dans ce sens-là pour pouvoir le sortir de prison. Pratiquement, c'est ce que là, de 5 ans, il revient à 1 an, il ne fera que 4 mois, je pense, en prison. Ousmane Tounkara, sur cette question, comment vous avez trouvé... On alourdit les peines d'un côté, on allège de l'autre, et puis voilà. Je pense que sur cette question, Madic Sans Frontières, il a eu de la chance, il va sortir très, très bientôt. Fonike Mengue, il a eu de la malchance. Mais de toutes les façons, puisque le premier verdict, Thierno Amadou doit parler ici d'une jonction de dossiers. Le premier dossier pour lequel Fonike Mengue était jugé, on l'avait relâché. On a l'habitude de voir ici, quand on relève appel, ce que nous avons l'habitude de voir le plus souvent, ce n'est pas dit que le contraire ne se produit pas. Ce soit on maintient la peine ou alors on diminue la peine. Mais c'est pour moi, je ne suis pas un fin connaisseur des procès, des questions de droit, mais c'est ma première fois que je vois qu'une condamnation, au lieu qu'en appel, soit plus sévère que la condamnation en instance. Je crois que vous devez encore relire l'histoire des verdicts en Guinée ou ailleurs pour mieux comprendre. Oui, et Gervais, pour terminer. Je pense qu'on ne va pas commenter une décision de justice parce qu'on ne sommes pas dans les méandres de la justice. Mais toujours est-il que les 3 personnalités citées, les 3 personnes citées, le premier jeune qui a été condamné pour détention d'armes, je ne sais pas trop ce qui lui était reproché, mais c'était des faits très graves. Il encourait un peu plus de 10 ans de prison, ça a été confirmé en appel. Pour le cas de Madic Sans Frontières, sa peine a été allégée, mais pour le cas de Fonike Mengue, il y a d'abord ce qu'on appelle une jonction de procédure. Et c'est pas le défenseur qui a fait l'appel, c'est le ministère public. Ça veut dire que c'est le procureur qui a estimé. Parce que quand on dit appel, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord du verdict. Oui. Ça peut être vous, le plaignant, ou ça peut être le défenseur, celui qui a été condamné. Dans ce cas de figure, ce n'est pas toujours dit que le verdict doit être inférieur au moins. En appel, vous pouvez écoper. Vous-même, vous pouvez faire appel d'une décision de justice où vous avez pris 2 ans et en appel, on vous condamne. Plus on estime que peut-être il y a eu vice de procédure. Parce que quand vous faites appel, vous estimez que vous avez été floué dans votre droit. Et lorsqu'on relit le droit, ça peut être en votre faveur, en votre défaveur. Donc, je ne le souhaite pas. D'accord, voilà. Ça peut être ça, mais on ne le souhaite pas. C'est pas récurrent. Il va continuer dans les couloirs. Merci à Ousmane Tounkara. Merci à Ousmane Tounkara d'être passé. Merci à Thierno Amadou Camara. Merci à Gervais Moussongo. Merci à Lansana Camara. Merci à vous, téléspectateurs, qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Retrouvez la rediffusion ce lundi, juste après les grandes gueules. Rendez-vous est pris encore dimanche prochain pour d'autres faits qui marqueront la semaine. On se retrouvera à 18h30. Merci de votre fidélité à cette télévision et à cette émission. Au revoir.